Le 8 février 1945, à 7h42, un homme amputé de 3 doigts à la main gauche étrangla un garde allemand et détourna un bombardier d'une base aérienne secrète du Troisième Reich. Aux commandes se trouvait un pilote que les Allemands croyaient mort depuis 3 mois. 10 personnes se trouvaient dans la cabine, aucune ne sachant piloter. Devant eux s'étendaient 900 km de territoire occupé, 8 batteries antiaériennes allemandes et la ligne de front, où les troupes soviétiques abattaient tout appareil venant de l'Ouest. Les chances d'arriver vivant étaient d'1 sur 100. Les chances de survivre à un atterrissage sans train d'atterrissage étaient d'1 sur 50. Les chances que quelqu'un croie leur histoire et ne les exécute pas comme déserteurs ou espions étaient d'1 sur 20. Mais cet homme avait déjà survécu à l'impossible. Il avait survécu à 3 avions abattus. Il avait survécu au camp de concentration de Sachsenhausen, où le taux de survie était inférieur à 5%. Il avait survécu à des doigts amputés et à 2 semaines de cellules disciplinaires sans nourriture. Il avait survécu au travail sur un aérodrome où l'on testait l'arme de la vengeance, les fusées V2 qui allaient changer le cours de la guerre. Et maintenant, tenant le volant de ses mains paralysées, il était sur le point de survivre à une nouvelle épreuve impossible. Dans 11 heures, cet avion atterrira en territoire soviétique. Les informations que ces hommes transporteront permettront de détruire la principale base de missiles allemande. Mais à cet instant précis, 7h42, le garde commence à peine à réaliser que les bras du prisonnier se referment sur son cou. Que peut faire un homme quand on lui a tout pris? Quand l'ennemi lui a coupé les doigts pour qu'il ne puisse plus jamais piloter un avion? Quand chaque jour apporte son lot de morts, de tortures et d'humiliations? Cet homme décida de retourner dans le ciel. Mikhail Petrovitch Deviatayev avait 24 ans lorsque sa vie bascula dans un cauchemar sans issue. Il était né à Torbeyevo, un petit village de la RSSA de Mordovie, où tout le monde se connaissait et où la vie s'écoulait paisiblement entre champs et forêts. Avant la guerre, Mikhail travaillait dans le bâtiment. Il posait des briques, levait des poutres et voyait des édifices surgir de nulle part. C'était un homme robuste, aux larges épaules et aux mains tenaces, capable de garder le cap même dans les pires tempêtes. En 1941, il fut mobilisé. Mikhail rejoignit l'armée de l'air, non par rêve de voler, mais parce que l'armée avait un besoin urgent de pilotes. Les Allemands avançaient à une vitesse de 50 km par jour, et l'armée rouge perdait quotidiennement des dizaines d'avions. La formation de Deviatayev dura 6 mois. En temps de paix, les cadets s'entraînaient pendant 2 ans, mais la guerre n'avait pas d'importance. Il fallait des pilotes immédiatement, pas dans 2 ans. Le lieutenant Deviatayev servait dans l'aviation de chasse. Il pilotait le La-5, un chasseur soviétique plus rapide que le Messerschmitt allemand à basse altitude, mais moins bien armé. Le La-5 était équipé de 2 canons contre 3 pour le Bf-109. Chaque combat aérien était une lutte à mort, où chaque seconde comptait. La vie ou la mort, le retour à la base ou une colonne de feu dans un champ. Au cours des 2 années de guerre, Deviatayev effectua 108 missions de combat. Il abattit 9 avions allemands. Des victoires confirmées, c'est-à-dire que des témoins virent les appareils ennemis s'écraser ou que des débris furent retrouvés au sol. Il y eut d'autres victoires non confirmées, peut-être une quinzaine, peut-être une vingtaine. Mais en aviation, seules les victoires confirmées comptaient. Mikhail était un pilote méthodique. Il ne recherchait pas la gloire. Il ne prenait aucun risque pour une manœuvre spectaculaire. Il accomplissait sa mission et rentrait. Ses supérieurs appréciaient cela. Les pilotes imprudents s'épuisaient en quelques semaines, tandis que des pilotes comme Deviatayev combattaient pendant des années. Il connaissait son avion sur le bout des doigts. Il savait quand tirer 300 tours par minute supplémentaires du moteur et quand il valait mieux battre en retraite. Il sentait la machine réagir à chaque mouvement du manche. Mais il y a eu 3 moments où la méthode n'a pas été d'une grande aide. Il fut abattu pour la première fois le 13 juillet 1943, au-dessus d'Orel. Deviatayev assurait la couverture d'avions d'attaque Il-2 lorsque 4 Focke-Wulf surgirent des nuages. Les chasseurs allemands attaquèrent en formation, avec une précision et un professionnalisme exemplaires. Deviatayev parvint à piquer du nez, mais un éclat d'obus perça le réservoir d'huile. Le moteur prit feu. Mikhail s'éjecta à 4000 mètres d'altitude. Son parachute s'ouvrit.
Il atterrit en territoire soviétique, à 20 km de la ligne de front. Je suis retourné à mon unité 3 jours plus tard. J'ai reçu un nouvel avion et j'ai repris les vols. Il fut abattu une seconde fois le 21 octobre de la même année. Deviatayev menait une patrouille au-dessus du Dniepr lorsqu'une batterie anti-aérienne ouvrit le feu. Les équipages allemands étaient expérimentés. Ils tirèrent en avant, créant un rideau d'explosion dans lequel l'avion pénétra. Un obus explosa à 15 mètres du La-5. Des éclats d'obus criblèrent l'aile gauche. L'avion devint incontrôlable. Deviatayev s'éjecta à nouveau. Il atterrit une fois de plus en territoire allié. Il reprit son service. Mais pour la troisième fois, la chance a complètement tourné contre lui. Le 13 juillet 1944, exactement un an après son premier avion abattu, Deviatayev effectuait une mission près de Lviv. Il assurait la couverture aérienne de bombardiers PE-2 qui se dirigeaient vers un nœud ferroviaire allemand pour le bombarder. Altitude, 5200 mètres. La visibilité était bonne. La couverture nuageuse était clairsemée, atteignant 7000 mètres. Ils n'ont pas remarqué l'escadrille allemande arriver par le haut. 6 Messerschmitt ont attaqué par le soleil, une manœuvre classique enseignée à tous les pilotes. Mais connaître la manœuvre et réagir à temps sont deux choses différentes. La première salve atteignit le bombardier de tête. Le PE-2 s'embrasa et commença à chuter. La seconde salve visait Deviatayev. Il tira sur le manche pour tenter de prendre de l'altitude, mais le pilote allemand le devança d'une demi-seconde. Les obus percèrent le fuselage du La-5 de la queue jusqu'au cockpit. Un obus frappa le tableau de bord. Des éclats d'obus blessèrent Deviatayev au visage et à l'épaule droite. Le moteur cala. Les flammes envahirent le capot. La température dans la cabine monta en flèche en 5 secondes, au point que l'air lui brûlait les poumons. Deviatayev largua la verrière et détacha sa ceinture. Mais lorsqu'il tenta de s'éjecter, il comprit qu'il était coincé. Son parachute s'était accroché à quelque chose dans la cabine. L'avion était en chute libre. Son altitude était de 4800 mètres. Dans une minute, elle serait de 4000. Puis de 3000. À 1000 mètres, il était trop tard pour sauter. Le parachute n'aurait pas le temps de s'ouvrir. Deviatayev tira sur le parachute, déchira les suspentes et tenta de se libérer. Ses mains ne lui obéissaient plus. Sa main droite était couverte de sang et sa main gauche était trop faible. L'altitude était de 3500 mètres. 3000. 2800. Finalement, le parachute s'ouvrit. Deviatayev fut éjecté du cockpit. Il appuya sur la détente. La voilure s'ouvrit à 1300 mètres d'altitude, à son altitude maximale. 40 secondes plus tard, il s'écrasa au sol. L'atterrissage fut brutal. Deviatayev se blessa à la cheville gauche. Mais ce n'était pas le pire. Il a atterri en territoire allemand. Des villages étaient occupés, des garnisons allemandes et des patrouilles patrouillaient tout autour. Deviatayev tenta de se cacher dans la forêt, mais 2 heures plus tard, il fut découvert. Non pas par les Allemands, mais par des policiers locaux, des Ukrainiens qui avaient servi l'occupant. Ils le rouèrent de coups de crosse, l'attachèrent et le livrèrent à une patrouille allemande. Ainsi commença son chemin vers l'enfer. Deviatayev passa les 3 premiers jours au bureau du commandant de terrain. Les Allemands l'interrogèrent sur l'emplacement des aérodromes soviétiques, le nombre d'avions et les plans d'offensive. Mikhaïl répondit conformément au règlement. Grade, nom, année de naissance. Rien de plus. Le 4e jour, il fut si violemment battu qu'il perdit connaissance. À son réveil, il se retrouva dans un camion avec 20 autres prisonniers. Ils étaient transportés vers l'ouest. Les 2 mois suivants furent un véritable cauchemar. Camp de transit, wagons à bestiaux, coups, famine, dysenterie, typhus. La mort rôdait chaque jour. Sur les 20 personnes qui se trouvaient dans ce camion, seuls 8 parvinrent en Allemagne. Deviatayev était parmi eux. En septembre 1944, il fut transféré à Sachsenhausen, un camp de concentration situé à 35 km de Berlin. Construit en 1936, c'était l'un des plus anciens camps du Troisième Reich. Sachsenhausen était bien plus qu'un simple camp de prisonniers de guerre. C'était un centre d'expérimentation des méthodes d'extermination. Chambre à gaz, expérience médicale, exécution de masse.
L'espérance de vie moyenne d'un prisonnier de guerre soviétique à Sachsenhausen était de 4 mois. Deviatayev y a vécu pendant 5 ans. Le camp de concentration de Sachsenhausen était construit selon un plan triangulaire. Au centre se trouvait une zone de construction. Les baraquements rayonnaient autour, tels les rayons d'une roue. Cette disposition permettait aux gardes, depuis une seule tour, de surveiller plusieurs baraquements simultanément. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, visant un seul but, l'extermination efficace de la population. Deviatayev fut placé dans la baraque numéro 38. Elle abritait les pilotes prisonniers de guerre. Les Allemands les séparaient des autres prisonniers, pour une raison inconnue. Peut-être les estimaient-ils plus précieux. Peut-être comptaient-ils les utiliser à des fins de propagande. Ou peut-être voulaient-ils simplement étudier la durée de survie d'un pilote entraîné, contraint de s'épuiser au travail au sol. 120 personnes occupaient la baraque 38. La plupart étaient des pilotes soviétiques. Quelques-uns étaient polonais. 3 étaient français. 1 était norvégien. Tous avaient jadis piloté des avions, contemplé la Terre à des milliers de mètres d'altitude, goûté à la liberté du vol. À présent, ils gisaient sur des couchettes de planches, sans matelas, 2 par mètre carré, comptant les jours qui les séparaient de la mort. Le matin commençait à 5 heures. Réveil, formation sur la place, inspection. Quiconque était en retard d'1 minute seulement était battu. Quiconque tombait pendant la formation était abattu sur le champ. Les Allemands ne perdaient pas de temps avec les faibles. Le petit déjeuner se composait de 300 grammes de pain et d'un demi-litre de soupe liquide. Le pain était mélangé à de la sciure de bois, une façon d'économiser la farine. La soupe était pleine de légumes pourris et de quelques céréales. Ce petit déjeuner contenait environ 600 calories. C'était insuffisant pour pouvoir s'allonger et respirer, et encore moins travailler. Après le petit déjeuner, travail. 12 heures. De 6 heures du matin à 6 heures du soir. Pas de pause, sauf 15 minutes pour déjeuner. Encore un demi-litre de la même soupe. Les tâches étaient variées. Certains étaient envoyés à la carrière pour transporter des pierres destinées à la construction. D'autres creusaient des fossés anti-chars autour du camp. D'autres encore travaillaient dans une usine qui fabriquait des pièces pour les avions de la Luftwaffe. Ironie du sort, d'anciens pilotes soviétiques assemblaient des composants pour les machines qui bombardaient leur patrie. Deviatayev faisait partie du groupe envoyé sur le terrain d'aviation. À 3 km de Sachsenhausen se trouvait un terrain d'essai secret de la Luftwaffe. Officiellement connu sous le nom de Karlshagen, cet aérodrome était le lieu où les Allemands testaient de nouvelles armes. Le chasseur à réaction Messerschmitt Me 262, plus rapide que n'importe quel avion à moteur à piston au monde. Les premiers prototypes de missiles sol-sol, et surtout, la Vergeltungswaffe 2, la seconde arme de représailles, la fusée V2. Le V2 était à la fois une merveille d'ingénierie et un cauchemar. Cette fusée de 14 mètres de haut, pesant 13 tonnes, était capable de transporter une ogive d'1 tonne sur une distance de 320 km. Elle s'élevait à une altitude de 90 km, plus haut que n'importe quel avion. Elle atteignait une vitesse de 5500 km par heure. Elle retombait du ciel sans prévenir, à une vitesse supersonique, si bien que personne ne l'entendait arriver avant son explosion. Il n'existait aucune défense contre le V2. Les canons antiaériens ne pouvaient pas le cibler à temps. Les chasseurs ne pouvaient pas l'intercepter. Les radars le détectaient trop tard. Lorsqu'une fusée s'abattait sur Londres ou Anvers, les gens mouraient avant même de comprendre ce qui se passait. L'Allemagne prévoyait de construire des dizaines de milliers de V2 pour réduire la Grande-Bretagne en ruine, pour stopper l'avancée alliée, pour changer le cours de la guerre. Et pour cela, ils avaient besoin de travailleurs. Deviatayev et les autres prisonniers chargeaient des missiles sur des transporteurs. Ils transportaient des composants. Ils nettoyaient après les essais. Ils travaillaient sous la menace des armes, sachant que la moindre erreur entraînerait leur exécution sur le champ. Ils regardaient ces missiles s'élever dans le ciel, laissant derrière eux une traînée de feu. Ils entendaient le rugissement des moteurs qui faisait trembler la terre. Ils comprenaient qu'ils aidaient l'ennemi à créer une arme qui tuerait leurs compatriotes. Ils n'avaient pas le choix. Refuser de travailler signifiait la mort. Travailler lentement signifiait la mort. Saboter signifiait la mort.
La seule façon de survivre était d'obéir aux Allemands et d'espérer vivre jusqu'au lendemain. Mais Mikhail Deviatayev n'était pas du genre à se contenter d'espérer. Deuxième partie. Pendant les 2 premières semaines à l'aérodrome, Deviatayev observa. Il mémorisa les positions des gardes, les horaires de relève et les itinéraires de patrouille. Il comptait les pas entre les baraquements et les hangars, la distance jusqu'à la forêt la plus proche, et le temps qu'il fallait à un garde pour décharger sa mitrailleuse et ouvrir le feu. Il observa les avions. Un Heinkel HE-111, bombardier moyen de la Luftwaffe. Un JU-88, bombardier en piqué. De temps à autre, des JU-52 de transport atterrissaient sur le terrain d'entraînement. Tous étaient stationnés sur l'aérodrome, ravitaillés en vol, prêts à décoller. La sécurité était présente, mais moins stricte qu'à l'intérieur du camp. Les Allemands ne s'attendaient pas à ce que les prisonniers, épuisés, tentent de détourner un avion. Mikhail savait que c'était une idée insensée, même s'il parvenait à atteindre l'avion, même s'il réussissait à démarrer le moteur, même s'il parvenait à décoller. Des centaines de kilomètres de territoire ennemi l'attendaient. Des chasseurs allemands, des canons anti-aériens, et la ligne de front, où ses propres hommes le prendraient pour un ennemi et l'abattraient sans hésiter. Mais rester ici, c'était mourir, lentement, de faim, de maladie ou d'une balle dans la nuque. Chaque jour, quelqu'un mourait au baraquement 38. Dysenterie, pneumonie, épuisement. Les gardiens emportaient les corps le matin comme des ordures. Ils étaient incinérés au crématorium, remplacés par de nouveaux prisonniers. Sur les 120 personnes qui se trouvaient dans la caserne à l'arrivée de Deviatayev, il n'en restait plus que 73 2 mois plus tard. Parmi les victimes figurait Viktor Sokolov, capitaine et pilote de bombardier. Il avait 31 ans. Avant la guerre, il enseignait dans une école de pilotage. Marié et père de 2 enfants, il a été interviewé à plusieurs reprises par Deviatayev. Sokolov lui a parlé de sa famille et de la manière dont il apprenait aux cadets à atterrir dans des conditions difficiles. Pilote expérimenté, il totalisait plus de 1000 heures de vol. Sokolov mourut d'une pneumonie le 23 novembre 1944. Le matin, il pouvait encore marcher. Le soir venu, il ne pouvait plus se tenir debout. Sa température avoisinait les 40 degrés. Il était à bout de souffle. Il implora qu'on lui donne de l'eau. Les Allemands ne lui donnèrent ni eau ni médicaments. Ils dirent que s'il ne pouvait pas travailler, il était bon à rien. Sokolov mourut pendant la nuit. Deviatayev entendit sa respiration sifflante depuis les couchettes voisines. Il ne put rien faire. Rien. Le lendemain matin, le corps a été emporté. Et le lendemain, un nouveau prisonnier est apparu dans la cellule de Sokolov. Ce fut un tournant pour Deviatayev. Il comprit que le temps lui était compté. Chaque jour le rapprochait du même destin que Sokolov. S'il voulait vivre, il devait agir. Mais il lui fallait un plan, et il avait besoin d'alliés. Mikhail commença à interroger prudemment les autres prisonniers. On ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Il y avait des informateurs dans le camp, ceux qui dénonçaient le moindre comportement suspect aux Allemands en échange d'un morceau de pain ou d'une cigarette. Un seul faux pas, et Deviatayev se retrouverait face à un peloton d'exécution. Il choisissait avec soin. Il recherchait des personnes qui avaient encore de la force, celles qui n'avaient pas abandonné, celles qui voulaient vivre. Le premier était Ivan Krivonogov, lieutenant et navigateur à bord d'un bombardier PE-2. Âgé de 26 ans, il était originaire de Novosibirsk. Avant la guerre, il travaillait comme ingénieur dans une usine aéronautique. Krivonogov fut capturé en août 1944. Son avion avait été abattu au-dessus de Varsovie. Intelligent et prudent, il nourrissait une haine féroce envers les Allemands. Deviatayev lui a parlé en décembre, alors qu'ils travaillaient ensemble au déneigement de la piste. Ils ont échangé quelques allusions. Deviatayev a demandé à Krivonogov s'il savait lire une carte. Krivonogov a compris et a acquiescé. Ils n'ont rien dit de plus ce jour-là. Le second était Nikolai Vlasov, sergent-chef et opérateur radio. Il n'avait que 21 ans, mais 2 années de guerre l'avaient vieilli de 10 ans. Originaire de Leningrad, Vlasov avait survécu au siège. Il avait vu la ville mourir de faim. Il avait perdu sa famille, sa mère, son jeune frère et sa sœur.
Seuls lui et son père, qui fut plus tard mobilisé, avaient survécu. Vlasov fut capturé en mars 1944. Son bombardier fut abattu au-dessus des pays baltes. Des 5 membres d'équipage, il fut le seul survivant. Nikolaï restait silencieux, mais ses yeux brûlaient d'une fureur impossible à ignorer. Il attendait son heure pour se venger. Le troisième était Sergueï Jdanov, un mécanicien de 32 ans originaire de Rostov-sur-le-Don. Avant la guerre, il travaillait dans une usine de moteurs d'avion. Jdanov connaissait la mécanique mieux que la plupart des pilotes. Il pouvait réparer n'importe quel moteur et comprenait le fonctionnement de chaque mécanisme d'un avion. Il n'a pas été fait prisonnier en tant que pilote, mais par les Allemands, alors qu'il évacuait un Il-2 endommagé du front. Deviatayev les réunit début janvier 1945. Ils se rencontrèrent la nuit, pendant que les autres dormaient. Ils parlèrent à voix basse. Deviatayev leur exposa le plan. Le plan était d'une simplicité déconcertante. Attendre le moment opportun. S'emparer d'un avion sur l'aérodrome. Décoller. Voler vers l'est, jusqu'aux lignes de front. Atterrir en territoire soviétique. Krivonogov souligna aussitôt les problèmes. Sécurité, patrouille, chiens, barbelés, projecteurs, alarmes. Pour atteindre l'avion, il leur faudrait franchir 3 cordons de sécurité. Et même s'ils y parvenaient, comment démarrer le moteur? Il leur faudrait un mécanicien connaissant bien la technologie allemande. Jdanov a affirmé pouvoir s'en charger. Les moteurs allemands sont similaires aux moteurs soviétiques. Le principe est le même. L'essentiel est de connaître la procédure. Vlasov s'enquit de la présence d'armes. Si les gardes les apercevaient, ils seraient obligés de tirer. Mais ils n'avaient aucune arme. Ni couteau, ni même de pierre. Les Allemands avaient confisqué tout ce qui pouvait servir d'arme. Deviatayev répondit que les armes seraient prises aux gardes. Il expliquerait comment plus tard. Ils se préparèrent pendant 2 semaines, mémorisant les moindres détails. Krivonogov étudia la carte de la région. Un des gardes l'avait laissé à la caserne. Nikolaï avait discrètement recopié les principaux points de repère sur un bout de papier. Jdanov observait les mécaniciens entretenir les avions, mémorisant chacun de leurs gestes. Vlasov supervisait la relève des gardes et chronométrait les horaires. Ils étaient prêts le 21 janvier. La sécurité était légère ce jour-là. 3 gardes étaient tombés malades et n'avaient pas été remplacés. Le temps était exécrable. Une tempête de neige, une visibilité inférieure à 100 mètres. Des conditions idéales pour une évasion. Les avions étaient stationnés sur la piste, recouverts de bâches pour les protéger de la neige. Le plus proche était un Heinkel HE-111, ravitaillé et prêt à décoller le lendemain matin. Deviatayev, Krivonogov, Vlasov et Jdanov partirent après l'extinction des feux, une fois tout le monde couché. Ils quittèrent la caserne par la fenêtre. Les planches avaient été desserrées au préalable. Ils franchirent le premier cordon de sécurité, hors de portée du projecteur. Ils rampèrent jusqu'à la seconde clôture. Jdanov coupa le fil de fer avec une pince coupante artisanale fabriquée à partir d'un morceau de fer volé sur l'aérodrome. Il restait 200 mètres jusqu'à l'avion. Ils y sont presque. Mais alors, l'un des chiens les a sentis. Le berger allemand aboya. Le garde se retourna et alluma sa lampe torche. Le faisceau lumineux fendit la neige, révélant 4 silhouettes figées à 30 mètres de la clôture. « Halte !» cria le garde. Deviatayev courut. Non pas vers l'avion, il comprit qu'il n'arriverait pas à temps, mais vers la forêt. Les autres le suivirent. Le garde ouvrit le feu. Une rafale de mitrailleuse déchira la neige à 1 mètre de Vlasov. L'alarme retentit. Les projecteurs s'allumèrent. La sirène hurla. Des gardes accompagnés de chiens accoururent de toutes parts. Deviatayev courut aussi longtemps qu'il le put. Mais ses jambes étaient embourbées dans la neige épaisse. Il avait du mal à respirer. Il entendit un chien aboyer juste derrière lui. Il se retourna. Le berger lui avait sauté dessus. Mikhaïl tomba. Il essaya de repousser l'animal, mais celui-ci s'agrippa à la manche de sa veste. 1 seconde plus tard, des gardes l'encerclèrent. Les crosses de leurs fusils s'abattirent sur son dos, ses épaules et sa tête. Deviatayev perdit connaissance. À son réveil, il se trouvait dans une cellule disciplinaire. La cellule disciplinaire était une fosse en béton de 2 mètres sur 2.
Sans fenêtre, sans lumière, sans chauffage. Le gel de janvier pénétrait les parois. La température intérieure était de moins 10 degrés. Deviatayev y fut retenu pendant 7 jours, sans nourriture, sans eau, si ce n'est la neige qu'il grattait des murs. Sans vêtements, on lui prit tout sauf ses sous-vêtements. Il était censé mourir, de froid, d'épuisement, de désespoir. Mais Mikhaïl ne mourut pas. Il continua de bouger pour se réchauffer. Il courait sur place, il faisait des flexions, il faisait des pompes, tant qu'il en avait la force. Quand il n'eut plus de force, il se recroquevilla et médita. Il se souvint de son enfance à Torbeevo. Il se souvint de son premier vol. Il se souvint de chaque avion allemand qu'il avait abattu. Il pensait à se venger. Le 8e jour, la porte de la cellule disciplinaire s'ouvrit. 2 gardes et un officier SS, le Hauptsturmführer Werner Klaus, entrèrent. Klaus était chargé du maintien de l'ordre dans le camp. Il était tristement célèbre pour exécuter personnellement les prisonniers pour la moindre infraction. Au cours de la guerre, des milliers de morts furent de sa main. Klaus regarda Deviatayev. Il sourit. Il sortit son pistolet. « Vous êtes pilote » dit-il en allemand. Deviatayev ne connaissait pas la langue, mais il comprit l'intonation. « Vous pensiez voler notre avion » Silence. « Je vais t'apprendre le respect » poursuivit Klaus. Il fit un signe de tête aux gardes. Ils s'emparèrent de Deviatayev et le plaquèrent contre le mur. L'un d'eux sortit un couteau. Le second tenait la main gauche de Mikhaïl. « Un pilote a besoin de doigts pour contrôler le volant » a dit Klaus. « Vous ne volerez plus jamais. » Le couteau tomba. La douleur était si intense que Deviatayev hurla. Son index. Le couteau avait sectionné l'os entre la première et la deuxième phalange. Du sang gicla sur le sol en béton. Le deuxième doigt est celui du milieu. Même coup, même douleur. Le troisième n'a pas de nom. 3 doigts de la main gauche, sectionnés en 3 secondes. Les gardes relâchèrent Deviatayev. Il s'effondra, serrant sa main ensanglantée contre sa poitrine. Klaus se pencha sur lui. « Tu peux vivre maintenant, dit-il, mais tu te souviendras que tu ne peux pas nous échapper. » Ils sont partis, le laissant gisant ensanglanté sur le sol de la cellule disciplinaire. Deviatayev se banda la main avec un morceau de tissu arraché à son caleçon. La douleur était insupportable. On lui avait tranché les doigts sans anesthésie, sans même avoir nettoyé la plaie. L'infection était inévitable. La gangrène. La mort. Mais Deviatayev a survécu cette fois aussi. 2 jours plus tard, il fut ramené à la caserne. Krivonogov, Vlasov et Jdanov survécurent également. Ils furent seulement battus et maintenus à l'isolement pendant 3 jours. Les Allemands désignèrent Deviatayev comme le meneur. Lui seul méritait un châtiment particulier. Il lui fallut 1 mois pour guérir. Aucun médicament ne lui fut administré. Deviatayev nettoyait la plaie avec de la neige pour enlever le pus et la pansait avec des morceaux de tissu. La douleur persista pendant des semaines. Mais peu à peu, les moignons de ses doigts se couvrirent de cicatrices. Mikhaïl regarda sa main mutilée et ne pensa qu'à une seule chose. Les Allemands avaient commis une erreur. Ils pensaient l'avoir brisée. Qu'ils l'avaient privé de sa capacité à voler. Qu'ils avaient anéanti son espoir. Mais cela n'a fait que l'énerver davantage. Car Deviatayev connaissait un secret que les Allemands ignoraient. Nul besoin de ses 10 doigts pour conduire. 7 suffisent, voire 6. Le secret, c'est la volonté. Et Mikhaïl Deviatayev avait assez de volonté pour 3. Il commença à s'entraîner, en secret, la nuit. Il serrait les moignons de ses doigts. Il exerçait sa prise en main droite. Il s'imaginait tenir le manche à balai, actionner les leviers, piloter l'avion. Les autres prisonniers pensaient qu'il était devenu fou, un homme auquel il manquait 3 doigts, émacié, à peine vivant, et il rêvait encore de s'évader. Mais Krivonogov, Vlasov et Jdanov l'avaient compris. Ils avaient vu la flamme dans les yeux de Deviatayev. Cette flamme ne s'était pas éteinte, même après son séjour dans la cellule disciplinaire. Même après qu'on lui eût coupé les doigts. En février 1945, Mikhaïl les réunit à nouveau. « Nous allons réessayer »,
a-t-il dit. Vous êtes fou, répondit Krivonogov. Ils nous tueront la prochaine fois. Ils nous tueront de toute façon, a déclaré Deviatayev. La seule différence, c'est si nous mourrons ici en esclaves ou si nous tentons de nous échapper. Vlasov le regarda longuement. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ? Demanda-t-il. Moi, répondit Mikhaïl. Je n'ai plus rien à perdre. L'illumination survint à Deviatayev le 5 février 1945. Ce jour-là, il travaillait sur l'aérodrome, déchargeant des caisses de pièces détachées pour les fusées V2. Le travail était pénible. Chaque caisse pesait plus de 40 kilos. Il avait mal au bras. Son bras gauche en particulier, le bout de ses doigts le faisait souffrir à chaque mouvement. Vers 3 heures de l'après-midi, un avion de transport, un Junkers Ju-52, arriva sur l'aérodrome. C'était un appareil ancien mais fiable, utilisé par les Allemands pour transporter du fret et du personnel. Le Ju-52 était surnommé « Tandju ». Il volait lentement mais pouvait atterrir n'importe où. L'avion transportait un groupe d'officiers berlinois. Ils étaient venus inspecter le site d'essai et faire le point sur l'avancement du programme V2. Le pilote a garé l'appareil, coupé les moteurs et accompagné les officiers jusqu'au bâtiment administratif. Le gardien qui surveillait le groupe de prisonniers s'écarta lui aussi pour allumer une cigarette. Il les jugeait trop faibles et intimidés pour tenter quoi que ce soit. Il s'éloigna d'une trentaine de mètres et leur tourna le dos. Deviatayev regarda le Ju-52. L'avion était stationné à 50 mètres. La porte était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Et puis, il a compris. Ils n'avaient pas préparé leur évasion correctement. Ils avaient planifié une opération nocturne, infiltrer les cordons de sécurité, agir en toute discrétion. Mais c'était précisément ce qui les avait tués la dernière fois. Les gardes étaient en état d'alerte maximale la nuit. Les chiens les avaient repérés, les projecteurs les avaient arrachés à l'obscurité. Mais le jour, tout était différent. Le jour, les prisonniers travaillaient sur l'aérodrome. Le jour, ils étaient près des avions. Le jour, les gardiens se détendaient, car ils ne s'attendaient à aucun incident en plein jour. Deviatayev regarda le garde. Il fumait encore, dos tourné. Il était à 30 mètres. S'il se dépêchait, il pourrait l'approcher sans se faire remarquer, l'étrangler, prendre la mitrailleuse, courir jusqu'à l'avion, démarrer les moteurs, décoller. Tout cela ne prendra pas plus de 3 minutes. Peut-être 2, si vous agissez rapidement. Mais c'était de la folie. De la pure folie. Les chances étaient infimes, voire nulles. Mais Deviatayev l'avait compris. Il n'y aurait pas d'autre chance. Aujourd'hui ou jamais. Il jeta un coup d'œil à Krivonogov qui travaillait non loin de là. Ivan comprit ce regard. Il hocha la tête presque imperceptiblement. Mais nous étions le 5 février, et ils avaient convenu d'agir le 8. Il n'y avait plus le temps de prévenir les autres. Vlasov travaillait à l'autre bout du terrain d'aviation. Jdanov était dans le hangar. Deviatayev a pris sa décision. Le 8 février. Exactement de la même manière. En plein jour. Quand les gardes étaient détendus. Quand l'avion était stationné sur la piste. Quand la porte était ouverte. Il se souvenait de chaque détail de cet instant. La posture du garde, son regard, le temps qu'il lui avait mis pour allumer une cigarette, l'emplacement des autres patrouilles. Le soir venu, dans la caserne, Deviatayev rassembla ses hommes. « Le 8 février, dit-il, en journée. Nous étranglerons le garde, nous prendrons les armes et nous détournerons l'avion. »« En journée ?» demanda Jdanov. « Ils nous verront tout de suite. » « C'est précisément pour cela qu'ils ne nous arrêteront pas tout de suite, » répondit Deviatayev. « Ils n'en croiront pas leurs yeux. Ils n'imagineront pas qu'on puisse être aussi fou. Quand ils comprendront ce qui se passe, nous serons déjà en l'air. »« Et si nous n'arrivons pas à temps ?» demanda Vlasov. « Alors nous mourrons, » répondit simplement Mikhaïl. « Mais au moins, nous mourrons au combat. Et pas de faim sur la couchette. » Krivonogov sortit sa carte artisanale. « Si nous décollons, où irons-nous » demanda-t-il. « Vers l'est, dit Deviatayev, vers la ligne de front. La distance est d'environ 900 km.
Le Heinkel HE-111 a une autonomie de 1900 km. Nous y arriverons à temps. Des chasseurs allemands se lèveront pour nous intercepter, a déclaré Jdanov. Nous volerons à basse altitude, répondit Deviatayev, à environ 300 mètres du sol. Ils ne nous repéreront pas au radar, et les chasseurs ne perdront pas de temps avec un seul avion de transport alors que tout le front est en flammes. Comment allons-nous franchir la ligne de front ? Demanda Vlasov. Nos propres soldats nous abattront. Deviatayev y réfléchit. C'était là le problème majeur. Les canons antiaériens soviétiques tiraient sur tout appareil venant du territoire allemand. Ces appareils ne portaient aucune marque d'identification et n'avaient pas non plus de moyens de communication radio. S'ils volaient de la zone allemande vers le territoire soviétique, ils seraient pris pour des ennemis. Nous hisserons le drapeau blanc, finit par dire Mikhail, et nous prierons pour que les artilleurs antiaériens réfléchissent avant de tirer. Les autres échangèrent des regards. Le plan était insensé, improbable, pratiquement suicidaire. Mais c'était le plan, et c'était leur seule chance. Nous ne sommes que 4, a déclaré Krivonogov. Il nous faut plus d'hommes. Si les Allemands lancent des chasseurs, nous aurons besoin de mitrailleurs pour nous défendre. Deviatayev acquiesça. Prenons-en 7 autres, ceux en qui nous pouvons avoir confiance, ceux qui ont encore un peu de force. Ils passèrent les 2 jours suivants à sélectionner les personnes, avec soin, une par une. Ils semèrent des indices, ils testèrent leurs réactions. Le 7 février, le groupe était prêt. 11 personnes. Tous étaient pilotes ou membres d'équipage. Chacun savait à quoi s'attendre. Tous préféraient mourir en tentant de s'évader plutôt que de mourir en esclaves dans un camp de concentration. Le soir du 7 février, Deviatayev ne parvenait pas à dormir. Allongé sur sa couchette, il fixait le plafond. Il pensait que le lendemain, il serait libre ou mort. Il n'y avait pas d'autre issue. Il pensa à sa famille, au village de Torbeevo, à sa mère, qui ignorait s'il était encore en vie, à la guerre qui lui avait coûté 3 ans de sa vie et 3 doigts. Il pensait à tous les prisonniers morts à Sachsenhausen, à Viktor Sokolov, asphyxié par une pneumonie, à des dizaines d'autres dont il ignorait même les noms. S'il parvient à s'évader, il ne se sauvera pas seulement lui-même. Il prouvera que les soldats soviétiques ne se rendent jamais, que même dans l'enfer d'un camp de concentration, ils sont capables de résister. Il apportera aussi des informations sur une base secrète de V2, sur les missiles qui tuent des milliers de personnes. Le commandement soviétique découvrira l'emplacement du site d'essai et le bombardera. Ça en valait la peine, même s'il est mort en essayant. Deviatayev ferma les yeux. Il s'obligea à dormir au moins quelques heures. Demain, il aurait besoin de toutes ses forces. Le 8 février 1945 commença comme une journée ordinaire. Réveil à 5 heures du matin, rassemblement, inspection. Petit déjeuner, 300 grammes de pain et un demi-litre de soupe. Puis, travail. Le groupe de Deviatayev fut envoyé à l'aérodrome à 6h30. 11 personnes. Tout le monde connaissait le plan, tout le monde était prêt. Il y avait 3 gardes, le nombre habituel pour un tel groupe. Ils s'appelaient Kurt, Hans et Wilhelm. Deviatayev avait appris leurs noms au fil des mois de travail. Kurt était l'aîné, une 40aine d'années, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Hans était jeune, une 20aine d'années, enrôlé en 1943. Wilhelm était d'âge mûr, 35 ans, blessé sur le front de l'Est et servait désormais à l'arrière. Vers 7 heures du matin, les prisonniers commencèrent à décharger des caisses de pièces détachées. Le travail était monotone. Les gardes se détendirent peu à peu. Kurt alla fumer. Hans s'appuya contre le mur du hangar, se protégeant les yeux du soleil matinal. Wilhelm observait le travail, mais sans y prêter grande attention. Plusieurs avions étaient stationnés sur l'aérodrome. 2 Heinkel HE-111, un Junkers Ju-88 et un avion de transport Ju-52 arrivaient la veille. Deviatayev observa le Heinkel. C'était un bombardier moyen bimoteur avec un équipage de 5 personnes. Sa vitesse maximale était de 430 km/h. Son rayon d'action était de 1900 km. Il était armé de 5 mitrailleuses MG-15, l'avion d'évasion parfait.
Troisième partie. L'avion était stationné à 80 mètres. La porte était fermée. Mais Deviatayev savait qu'il n'y avait personne à l'intérieur. L'équipage était parti déjeuner une demi-heure auparavant. La durée était de 7h40. Deviatayev regarda Krivonogov. Celui-ci acquiesça. Il regarda ensuite Vlasov. Lui aussi était prêt. Jdanov resserra la sangle de sa sacoche à outils. Il serait nécessaire s'il devait forcer la porte de l'avion. Kurt fumait toujours, dos au prisonnier. Hans somnolait contre le mur. Wilhelm regarda vers la piste d'atterrissage. Le moment était parfait. Deviatayev fit un pas vers Wilhelm, puis un autre. Le garde ne le remarqua pas. Les prisonniers se déplaçaient constamment dans l'enceinte, transportant des caisses. Encore 3 pas. Distance 2 mètres. Wilhelm tourna la tête. Il vit Deviatayev juste à côté de lui. Il commença à ouvrir la bouche pour crier. Mikhaïl a sauté. Ses mains se refermèrent sur la gorge du garde. Sa main droite, indemne, était prise dans un étau. Sa main gauche, aux doigts trapus, comprimait sa carotide. Wilhelm tenta de crier, mais seul un râle lui échappa. Il essaya de s'emparer de la mitrailleuse, mais Krivonogov la lui avait déjà arrachée des mains. Wilhelm se débattit pendant 10 secondes. Puis il s'affaissa. Deviatayev le maintint encore 5 secondes pour s'en assurer. Puis il le lâcha. Le garde s'effondra au sol, inconscient. Kurt entendit un bruit. Il se retourna. Il vit Wilhelm à terre et Krivonogov avec une mitrailleuse. C'était... commença-t-il. Vlasov lui a lancé une pierre à l'arrière de la tête. Kurt est tombé comme s'il avait été fauché par une faucheuse. Hans se releva d'un bond, mais il était trop tard. Jdanov et 2 autres prisonniers l'avaient déjà saisi. Ils lui bâillonnèrent la bouche, lui prirent son arme et l'attachèrent avec des ceintures. Tout a pris 20 secondes. 3 gardes ont été neutralisés. 3 mitrailleuses ont été saisies. La voie vers l'avion est dégagée. « Courons !» cria Deviatayev. 11 hommes se précipitèrent vers le Heinkel H-111. 80 mètres à découvert. Si quelqu'un les remarquait maintenant, c'en était fini. Mais l'aérodrome était presque désert. La plupart des techniciens prenaient leur petit déjeuner, les pilotes étaient dans leur baraquement. L'équipe de garde ne comptait que 5 gardes pour toute la zone. Deviatayev fut le premier à atteindre l'avion. La porte était fermée, il tira sur la poignée, elle était verrouillée. « Jdanov !» cria-t-il. Sergueï accourut avec un pied de biche. Il l'inséra dans l'interstice entre la porte et le fuselage. Il appuya de tout son poids. La serrure céda. La porte s'ouvrit. « À l'intérieur ! Tout le monde à l'intérieur !» Les prisonniers montèrent à bord de l'avion. Deviatayev était le dernier. Il claqua la porte et regarda autour de lui. Le cockpit du Heinkel HE-111 était spacieux. 2 sièges de pilote à l'avant. Derrière eux se trouvait le poste du navigateur. Plus loin, la soute à bombe et les postes des mitrailleurs. Tout était inhabituel. Des instruments allemands, des inscriptions allemandes. Mais le principe était le même que sur les bombardiers soviétiques. Deviatayev s'installa dans le siège du pilote, à gauche. Krivonogov prit place à droite. Il serait le copilote et le navigateur. « Jdanov, démarre les moteurs !» ordonna Mikhaïl. Sergueï s'est précipité vers le tableau de bord, ses mains survolant les commandes. Il connaissait la procédure. Il avait vu des mécaniciens allemands démarrer des moteurs des dizaines de fois. « Ouvrez les robinets d'essence, mettez le contact, démarreur. » Le moteur gauche toussa. L'hélice tourna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le moteur a démarré. Jdanov passa au moteur de droite, même procédure. Le moteur droit démarra. Le Heinkel H-111 trembla, ses 2 moteurs vrombissant au ralenti. « C'est fait !» cria Jdanov. Quelqu'un a crié dehors. Deviatayev a regardé par la fenêtre. Un technicien allemand se tenait à une trentaine de mètres, pointant l'avion du doigt et criant quelque chose. Puis il a couru vers la caserne. « Nous avons 30 secondes !» a déclaré Krivonogov. Deviatayev agrippa le volant à 2 mains. La douleur lui brûlait les moignons des doigts de la main gauche, mais il serra les dents. Ce n'était pas le moment de penser à la douleur. La manette des gaz a été poussée vers l'avant. Le régime moteur a augmenté.
L'avion a tangué et s'est mis à rouler. La piste s'étend devant nous. 750 mètres de béton, de quoi faire atterrir un Heinkel. Deviatayev fit vrombir les moteurs. L'avion prenait de la vitesse. 50 km/h, 70, 90. La silhouette d'un garde apparut furtivement sur la gauche. Il leva sa mitrailleuse. Des balles percutèrent le fuselage. Vlasov, aux commandes de la mitrailleuse, riposta. Une rafale de MG15 fendit l'air. Le garde s'écroula. 110 km/h, 130. Deviatayev tira sur le manche. Le nez de l'avion se souleva. Le sol s'enfonça. Les roues se détachèrent du béton. Il volait. 7h42. Exactement 2 minutes se sont écoulées depuis l'agression du vigile. La panique s'empara de l'aérodrome. Les sirènes hurlaient. Les gardes de sécurité couraient, criaient et tiraient en l'air. Mais l'avion prenait déjà de l'altitude. 100 mètres, 200, 300. « Cap à l'est !» cria Krivonogov en regardant la boussole. Deviatayev fit demi-tour. L'aérodrome de Karlshagen se trouvait en contrebas. Camp de concentration de Sachsenhausen, Allemagne. La liberté nous attendait. Ou la mort. Les 10 premières minutes du vol se déroulèrent sans incident. Deviatayev maintint une altitude de 300 mètres, suffisamment basse pour éviter d'être détecté par radar. Sa vitesse était de 300 km/h. Cap à l'est. Krivonogov suivait la carte. Il survolait la Pologne occupée. Villages, champs et forêts défilaient en contrebas. Tout semblait paisible. La guerre était invisible à cette altitude. « Comment va ta main ?» demanda Ivan. « Ça fait mal », répondit sèchement Deviatayev. Sa main gauche le brûlait. Ses moignons saignaient. Les points de suture avaient lâché sous la tension. Mais Mikhaïl tenait le volant. Il n'avait pas le choix. 15 minutes après le décollage, des points apparurent derrière lui. Deviatayev regarda dans le rétroviseur. 3 chasseurs allemands, des Messerschmitt Bf-109. « Ils nous rattrapent !» cria Vlasov. Les chasseurs étaient plus rapides. 600 km/h contre 300 pour le bombardier. En 1 minute, il serait à portée. « Que faisons-nous » demanda Krivonogov. Deviatayev réfléchissait fébrilement. Combattre était inutile. 3 chasseurs contre un bombardier maladroit. Tenter de s'échapper était tout aussi vain. Ils étaient plus rapides. Il ne restait plus qu'une seule option. « Nous descendons !» ordonna Mikhaïl. Il poussa le manche à balai vers l'avant. L'avion piqua du nez. L'altitude diminuait. 250 mètres. 200. 150. « Vous êtes fous !» s'écria Krivonogov. 100 mètres. 50. Deviatayev se stabilisa à une altitude de 30 mètres. Des arbres défilaient sous le fuselage. Encore un peu et ils allaient se percuter. Mais les chasseurs ne suivirent pas. À cette altitude, le risque de s'écraser au sol était trop important. Les Bf-109 survolèrent le bombardier et commencèrent à prendre de l'altitude pour une nouvelle attaque. « Ils reviendront », a déclaré Vlasov. « Je sais », répondit Deviatayev. Ils volaient à très basse altitude, longeant les collines et survolant les forêts. Les chasseurs tournaient en rond. Ils attaquèrent de nouveau. Le chef d'escadrille ouvrit le feu à 200 mètres de distance. Des balles traçantes sillonnèrent l'air près du Heinkel. L'une perça la queue. La seconde atteignit l'aile droite. Vlasov et 2 autres mitrailleurs ripostèrent avec des mitrailleuses MG15. Des rafales de feu jaillirent vers le ciel, mais un chasseur fit demi-tour et effectua une manœuvre d'évitement. Le bombardier tremblait sous les impacts. Le moteur droit commença à fumer. « Nous perdons du courant !» a crié Krivonogov. Deviatayev jeta un coup d'œil aux instruments. Le régime du moteur droit chutait. Encore 1 minute et il tomberait complètement en panne. Les chasseurs se retournèrent pour une 3e attaque, mais alors, les Allemands commirent une erreur. Ils venaient de l'Est, et à l'Est se trouvait la ligne de front, et les batteries anti-aériennes soviétiques. Alors que les Bf-109 franchissaient la frontière invisible, les canons anti-aériens ouvraient le feu depuis le sol. Des obus de 88 mm explosaient en l'air, créant un rideau de feu. Un des avions de chasse fut touché de plein fouet et explosa en plein vol.
Les deux autres virèrent brusquement et prirent la direction de l'ouest. Ils n'ont pas pris le risque de pénétrer dans la zone de défense aérienne soviétique. Deviatayev expira. La première menace était passée. Mais le moteur tribord fumait encore, et il se trouvait toujours au-dessus de la ligne de front, dans la zone la plus dangereuse. « Préparez-vous !» cria Mikhail. « Les nôtres vont commencer à nous tirer dessus. » Il avait raison. Moins d'1 minute plus tard, les batteries antiaériennes ouvrirent le feu. Les équipages soviétiques aperçurent un avion portant des marques allemandes. Pour eux, c'était l'ennemi. Des obus explosaient autour du bombardier. Deviatayev zigzaguait pour les éviter. Des éclats d'obus perçaient le fuselage. L'un d'eux frôla l'aile gauche. « Jetez le drapeau !» Deviatayev a crié à Vlasov. Nikolai sortit un chiffon blanc, un morceau du drap qu'ils avaient préparé plus tôt. Il ouvrit l'écoutille. Il brandit le drapeau. Les tirs se sont poursuivis. « Il ne voit rien !» cria Vlasov. Deviatayev prit une décision. Il descendit encore plus bas, à 10 mètres du sol. Il réduisit sa vitesse au minimum. Il survola la batterie soviétique en battant des ailes. Les artilleurs antiaériens aperçurent des personnes dans le cockpit. Ils les virent agiter les bras. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un raid aérien allemand. L'incendie est éteint. Le bombardier poursuivit son vol. Le moteur droit finit par caler. Deviatayev passa à un seul moteur. La vitesse chuta à 200 km/h. « Quelle est la distance jusqu'à la base ?» demanda-t-il. Krivonogov regarda la carte. « Environ 100 km, répondit-il, si nous volons avec un seul moteur. »« Nous y arriverons, » a déclaré fermement Deviatayev. L'heure qui suivit fut une épreuve. Un seul moteur suffisait à peine à maintenir l'avion en l'air. L'appareil perdait de l'altitude, 5 mètres par minute. Le pilotage devenait difficile. Deviatayev devait déployer toute sa force pour tenir le manche. Sa main gauche ne lui faisait plus mal, elle était seulement engourdie. Ses moignons de doigts étaient ensanglantés. Mais Mikhail ne lâcha pas le volant. À 9h20 du matin, l'aérodrome apparut au loin. Il était soviétique. Des chasseurs Yak-3 étaient stationnés. Des techniciens travaillaient près des appareils. « Le voilà !» dit Krivonogov en désignant du doigt. Deviatayev a fait demi-tour avec le bombardier et a commencé à atterrir. « Châssis !» cria Krivonogov. « Libérez le châssis !» Jdanov actionna le levier. Rien ne se passa. « Ça est bloqué !» cria-t-il. Le système hydraulique a été endommagé par des éclats d'obus. Le châssis ne se déployait pas. « Nous atterrissons sur le ventre !» a déclaré Deviatayev. Krivonogov le regarda. « On va s'écraser. »« Ou alors nous nous asseyons », répondit Mikhail. Il a dirigé l'avion vers la piste. Altitude 100 mètres, 80, 60. En contrebas, des soldats soviétiques fuyaient la piste d'atterrissage. Certains hurlaient, d'autres levaient leurs armes, incapables de croire qu'il ne s'agissait pas d'une attaque. 40 mètres, 20, 10. Deviatayev coupa le moteur restant. Il tira sur le manche, redressant l'avion. Le nez se cabra, la queue piqua. Frappé. Le ventre du bombardier s'écrasa sur le béton. Des étincelles jaillirent de toutes parts. L'avion glissa sur la piste dans un fracas de métal déchiré. 300 mètres. 200. 100. La voiture s'est finalement arrêtée. Silence. Deviatayev ouvrit les yeux. Il était vivant. Il regarda Krivonogov. Lui aussi était vivant, la main sur la tête. « Tout le monde est vivant ?» cria Mikhail. Des voix s'élevaient du fond de l'avion, des gémissements, des jurons, mais tout le monde a répondu. 11 personnes. Toutes ont survécu. La porte s'ouvrit. Des soldats soviétiques firent irruption, armés de pistolets mitrailleurs PPSH. Un capitaine pointa son arme sur Deviatayev. « Haut les mains !» ordonna-t-il. « Qui êtes-vous » Deviatayev leva lentement les mains. Sa main gauche était couverte de sang. Son uniforme portait encore les traces des vêtements rayés d'un prisonnier de camp de concentration. « Lieutenant Mikhail Petrovitch Deviatayev » dit-il d'une voix rauque. «
104e régiment d'aviation de chasse, abattu le 13 juillet 1944, détenu au camp de concentration de Sachsenhausen, en Allemagne. Le capitaine baissa sa mitrailleuse et regarda Deviatayev avec incrédulité. « Tu t'es enfui ?»« Nous avons volé un bombardier allemand, » répondit Mikhaïl, « et je détiens des informations que le commandement doit connaître de toute urgence. » Au début, Deviatayev et ses camarades n'ont pas été crus. Cela paraissait incroyable. 11 prisonniers émaciés avaient volé un bombardier sur une base aérienne secrète du Troisième Reich. Ils avaient parcouru 900 km en territoire ennemi. Ils avaient percé les lignes ennemies. Ils avaient atterri vivants. Cela ressemblait à une invention, à un récit de propagande, ou à une provocation. Peut-être étaient-ce des espions allemands infiltrés. Ils furent gardés sous surveillance pendant les premières 24 heures. Ils furent interrogés séparément. Chaque mot fut vérifié. On rechercha des incohérences dans leurs témoignages. On consulta les archives pour vérifier si Deviatayev avait réellement servi dans le 104e régiment et s'il avait réellement été abattu en juillet 1944. Les archives l'ont confirmé. Le lieutenant Deviatayev était porté disparu au combat. Son avion avait été abattu au-dessus de Lviv. Il n'y avait aucun témoin. Personne n'avait vu son parachute, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Les interrogatoires se poursuivirent. Les agents du SMERSH, contre-espionnage militaire, posèrent des centaines de questions. Sur le camp, sur les gardes, sur l'évasion, sur la fuite. Mais l'essentiel concerne ce que Deviatayev a vu sur le terrain d'aviation. Mikhaïl m'a tout raconté, sur les fusées V2, sur leur lancement, sur la fréquence des essais, sur l'emplacement des rampes de lancement, sur les entrepôts de composants. Il dessina un plan de mémoire. Il indiqua l'emplacement des hangars, des bâtiments administratifs, des casernes de garde et des réserves de carburant. Les agents ont tout noté. Le 3e jour, un général de division du quartier général du front arriva. Il interrogea personnellement Deviatayev. Il lui posa les mêmes questions et vérifia ses réponses. Puis il a dit « Si vous dites la vérité, vous avez accompli un acte héroïque, lieutenant. Si vous mentez, vous serez fusillés comme des traîtres. » « Je dis la vérité, camarade général de division, » répondit Deviatayev. Le général hocha la tête et partit. 2 jours plus tard, la confirmation est arrivée. Les services de renseignement ont vérifié les informations de Deviatayev. Ils les ont comparées à des rapports de renseignement et aux témoignages d'autres prisonniers qui avaient travaillé sur le terrain d'entraînement et qui avaient été libérés par la suite. Tout s'est éclairci. Deviatayev disait la vérité. Le commandement soviétique a reçu les coordonnées précises de la base aérienne secrète de Karlshagen. Il a également reçu une carte de l'emplacement des installations et des informations sur le calendrier opérationnel du site d'essai. Et il a pris une décision. Le 13 mars 1945, 1 mois et 5 jours après l'évasion de Deviatayev, 72 bombardiers PE-2 décollèrent, escortés par 40 chasseurs Yak-3. La cible est la base aérienne de Karlshagen. Le bombardement a commencé à 23h05. La première vague a largué des bombes explosives sur les hangars et les rampes de lancement. La deuxième a largué des bombes incendiaires sur les dépôts de carburant. La troisième a largué des bombes à fragmentation sur les casernes et les bâtiments d'habitation. Le raid a duré 22 minutes. Au départ des bombardiers, le site d'essai secret n'était plus qu'un amas de ruines. Les 4 hangars furent détruits, ainsi que 3 rampes de lancement. Un dépôt de carburant explosa, endommageant 2 autres bâtiments. 83 spécialistes allemands périrent, dont 5 ingénieurs de premier plan du programme V2. La production de missiles sur la base a été interrompue pendant 3 mois. Durant ces 3 mois, les forces alliées progressèrent profondément en Allemagne. L'aviation britannique et américaine bombarda d'autres bases de V2. Le programme d'armes de représailles fut de facto abandonné. L'Allemagne a perdu sa dernière arme miracle, celle qui était censée changer le cours de la guerre. Tout a commencé lorsqu'un pilote soviétique, dont les doigts avaient été coupés, a refusé de se rendre. Deviatayev et les 10 autres personnes furent reconnus comme des héros, mais pas immédiatement. Ils furent d'abord envoyés dans un camp de filtration, terme utilisé pour trier les anciens prisonniers de guerre.
Staline se méfiait de ceux qui avaient été capturés, les considérant comme des traîtres ou des espions potentiels. Deviatayev a passé 4 mois dans un camp de filtration. Plus d'interrogatoires, plus d'inspections, plus de méfiance. Mais en juin 1945, lorsque les résultats du bombardement de Karlshagen furent officiellement confirmés, Deviatayev fut libéré. De plus, il fut proposé pour une distinction. Le 20 août 1945, par décret du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, le lieutenant Mikhail Petrovitch Deviatayev a reçu le titre de héros de l'Union soviétique. Les 10 autres personnes qui s'étaient échappées avec lui ont reçu l'ordre de la guerre patriotique et l'étoile rouge. La guerre prit fin le 9 mai 1945. Deviatayev célébra le jour de la victoire à l'hôpital où il subit une intervention chirurgicale à la main gauche afin de tenter de retrouver une certaine mobilité. Les médecins ont dit qu'il ne pourrait plus jamais voler. Son bras était trop endommagé. Il ne pouvait plus contrôler l'avion. Mais Deviatayev n'y croyait pas. Il s'est entraîné pendant des mois. Il a réappris à tenir des objets de la main gauche. Il a développé ses muscles. Il a amélioré sa prise en main. Et 1 an plus tard, en 1946, il était de retour aux commandes d'un avion. La commission médicale l'a déclaré apte au vol, avec quelques restrictions. Vol d'entraînement uniquement, par beau temps seulement, et 2 jours seulement. Mais c'était des vols. Mikhail Deviatayev est revenu au ciel. Il a servi dans l'armée de l'air pendant 12 ans de plus. Il a formé de jeunes pilotes. Il a partagé son expérience. Il a parlé de la guerre sans embellissement, sans pathos. Il a dit la vérité. La guerre est un enfer, mais même en enfer, un être humain peut rester humain. En 1958, Deviatayev prit sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel. Il retourna à Kazan, où vivait sa famille. Il travailla dans l'aviation civile, d'abord comme instructeur, puis comme ingénieur. Il a vécu longtemps, 82 ans. Il est décédé en 2002. Après la guerre, Deviatayev n'a jamais accordé d'interview importante. Il n'a pas écrit de mémoire. Il n'est jamais apparu à la télévision. Il a vécu modestement et discrètement. Il a travaillé et élevé ses enfants et petits-enfants. Interrogé sur son évasion de Sachsenhausen, il répondit brièvement « Je faisais simplement mon devoir. N'importe quel officier soviétique à ma place aurait fait de même. » Mais ce n'était pas vrai. Tout le monde n'en était pas capable. Parmi les milliers de prisonniers ayant transité par Sachsenhausen, seuls 11 parvinrent à s'évader par avion. Un seul homme détourna un bombardier d'une base aérienne secrète du Troisième Reich. Un seul homme parcourut 900 km en territoire ennemi et revint vivant. Mikhail Petrovitch Deviatayev était le seul. L'histoire de l'évasion de Deviatayev est restée classifiée pendant longtemps. Les dirigeants soviétiques ne souhaitaient pas révéler que des prisonniers de guerre parvenaient à organiser des évasions. Cela contredisait la version officielle. Les soldats soviétiques devaient se battre jusqu'au bout, mais jamais se rendre. L'existence de milliers de prisonniers était une vérité gênante. Par conséquent, les informations concernant l'exploit de Deviatayev n'ont été déclassifiées qu'en 1957, soit 12 ans après les événements. Parallèlement, son premier article parut dans le journal Pravda. Puis, un essai fut publié dans la revue Ogoniok. Deviatayev fut invité à une rencontre avec des jeunes, ce qu'il accepta à contre-cœur. Il parla sans fioriture. Il parla de peur, de douleur, de la mort de ses camarades, de la façon dont l'évasion n'était pas un acte d'héroïsme, mais de désespoir, une ultime tentative de survie. Les jeunes gens écoutaient, le souffle coupé. Après la réunion, un garçon d'environ 17 ans s'est approché de lui et lui a demandé « Camarade lieutenant-colonel, comment avez-vous pris cette décision? Comment avez-vous trouvé la force ?» Deviatayev pensa. « Je ne pensais pas à ma force, » répondit-il. « Je pensais que si je me rendais, tout cela aurait été vain. Tous les avions abattus, tous les camarades morts, toutes les pertes. Je n'avais pas le droit de mourir simplement dans le camp. Je devais retourner au front et terminer ma mission. Quel genre d'affaire? Pour gagner. » Cette philosophie, ne jamais abandonner quoi qu'il arrive, est devenue un symbole pour toute une génération de soldats du front. Ils ont vécu l'enfer de la Grande Guerre patriotique. Ils ont vu la mort au quotidien. Ils ont perdu des êtres chers, des amis, des camarades.
mais ils ont continué à se battre. Deviatayev incarnait cet esprit, un homme à qui l'on avait tout pris, la liberté, la dignité, jusqu'à ses doigts, et qui avait pourtant trouvé le moyen de résister. En 1976, le réalisateur Mikhail Kalik réalisa un documentaire intitulé « Évasion ». Le film retraçait l'histoire de Deviatayev. Mikhail Petrovitch lui-même participa au tournage, montrant comment il avait piloté un avion avec un bras paralysé et racontant chaque étape de son évasion. Le film est sorti, mais n'a pas rencontré un large succès. L'époque était différente. 1976, la guerre froide, la stagnation. Les autorités ne souhaitaient pas raviver le souvenir des prisonniers de guerre, des camps de concentration, ni évoquer la possibilité que des citoyens soviétiques soient un jour faits prisonniers. Mais ceux qui ont vu le film s'en souviendront à jamais. Après l'effondrement de l'URSS, l'histoire de Deviatayev connut une seconde naissance. En 2002, peu avant la mort de Mikhail Petrovitch, son autobiographie, Le vol vers le soleil, retranscrite par un journaliste, a été publiée. L'ouvrage est devenu un best-seller et a été réimprimé à plusieurs reprises. En 2018, le réalisateur Timur Bekmambetov a réalisé le long-métrage Deviatayev. Le film racontait l'histoire de l'évasion, mais avec le panache d'Hollywood. Des scènes dramatiques, des effets spéciaux et une musique héroïque. Les critiques étaient partagées. Certains estimaient que le film transformait une tragédie réelle en un thriller d'action. D'autres pensaient que ce format était précisément ce qu'il fallait pour transmettre l'histoire à une jeune génération. Mais l'essentiel est resté le même. L'homme n'a pas renoncé. L'homme a survécu. L'homme a vaincu. Aujourd'hui, le nom de Deviatayev est connu en Russie, mais pas autant qu'il le mériterait. Il n'est pas enseigné dans les écoles. Aucune série télévisée ne lui est consacrée. Il n'est pas devenu une icône de la culture populaire. Mais parmi les passionnés d'histoire militaire, Mikhail Petrovitch Deviatayev est une légende. La légende d'un homme qui a refusé d'être une victime, qui a transformé le désespoir en action, qui a prouvé que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une chance de victoire. Son histoire recèle plusieurs leçons importantes. D'abord, n'abandonnez jamais. Même quand tout semble perdu, même si l'ennemi est plus fort, plus nombreux, mieux armé, il y a toujours une chance. Une petite chance. Peut-être 1 sur 100. Mais elle existe. Deuxièmement, faites preuve de stratégie. Ne vous contentez pas de la force brute. Deviatayev n'était pas un surhomme. C'était un pilote ordinaire. Mais il a réfléchi. Il a élaboré un plan. Il a cherché les failles du système ennemi. Et il les a trouvées. Troisièmement, faites confiance à vos camarades. Deviatayev, seul, n'aurait rien pu faire. Il avait besoin d'une équipe, de personnes à qui il pouvait confier sa vie. Krivonogov, Vlasov, Jdanov et les 7 autres. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'échappatoire. Quatrièmement, n'attendez pas le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a qu'un seul moment où vous devez agir. Et si vous le ratez, il n'y en aura peut-être jamais d'autre. Et cinquièmement, le plus important, restez humain. Même dans un camp de concentration où l'humanité est anéantie, même sous la torture, l'humiliation, le dépouillement de votre dignité, préservez l'étincelle en vous. Cette étincelle qui distingue l'homme de la bête, la volonté de liberté. Deviatayev a conservé cette étincelle, et elle a consumé tous les obstacles sur son chemin. Chaque 9 mai, la Russie célèbre le jour de la victoire. Des défilés ont lieu. Les anciens combattants portent des médailles. Les jeunes brandissent des portraits de ceux qui sont morts au sein du régiment immortel. Parmi ces portraits, on trouve rarement une photographie de Deviatayev. Il n'était pas un maréchal célèbre, il n'a pas commandé d'armée, il n'a pas pris Berlin. Mais il a accompli quelque chose d'aussi important. Il a survécu. Il est revenu. Il a rapporté des informations qui ont sauvé des milliers de vies, et il a prouvé que le soldat soviétique est indestructible. Que même après la captivité, la torture, l'amputation des doigts, il reste un guerrier. C'est un véritable exploit. Sans bruit, sans prétention, mais authentique. Mikhail Petrovitch Deviatayev vécut jusqu'à 82 ans. Il fut témoin de la victoire lors de la Grande Guerre patriotique.
Il assista à la reconstruction du pays. Il fut témoin de l'effondrement de l'URSS. Il vit la Nouvelle-Russie. Il est décédé le 24 novembre 2002 à Kazan. Il a été inhumé au cimetière d'Arskoï avec les honneurs militaires. L'inscription suivante est gravée sur la pierre tombale. Héros de l'Union soviétique. Lieutenant-colonel Mikhail Petrovitch Deviatayev, 1917 à 2002. Le pilote revenu d'entre les morts. C'est une inscription courte, mais elle dit tout. Deviatayev était un homme ordinaire, issu d'une famille modeste, sans talent particulier, sans relation, sans privilèges. Mais il se trouva dans une situation où il devait choisir entre se rendre ou se battre. Et il choisit de se battre. Même quand il n'y avait aucune chance, même quand tout le monde disait que c'était de la folie, même quand mon propre corps refusait d'obéir. Il saisit le volant de ses mains ensanglantées, les doigts coupés, et s'envola dans le ciel. Et ce vol est devenu un symbole de l'esprit humain indomptable, que la liberté est plus précieuse que la vie, que tant qu'on respire, on peut résister. Quand vous entendrez cette histoire, pensez à ceci. Il y a en chacun de nous quelque chose de Deviatayev, la capacité de ne jamais abandonner, la capacité de trouver des solutions dans des situations désespérées, la capacité de tout risquer pour ses convictions. Nous n'avons pas à détourner des avions des camps de concentration. Nous n'avons pas les doigts coupés. Nous ne survolons pas les lignes de front sous le feu ennemi. Mais chacun d'entre nous est confronté à des moments où il doit choisir. Abandonner ou persévérer. Accepter son sort ou tenter de le changer. Et en ces moments-là, il est bon de se souvenir du pilote Deviatayev, qui n'a pas abandonné, qui ne s'est pas résigné, qui a décollé. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une histoire sur ce que signifie être humain. Être humain, c'est conserver sa dignité lorsqu'on tente de vous humilier. Être humain, c'est résister quand il serait plus facile de se soumettre. Être humain, c'est croire en la victoire, même quand tout le monde autour de vous ne parle que de défaite. Mikhail Petrovitch Deviatayev était un homme de cette trempe. Et c'est grâce à des gens comme lui que nous vivons dans un monde libre. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de lui. N'oubliez pas tous ceux qui n'ont pas abandonné, car ce sont eux qui nous ont donné le droit d'être ici aujourd'hui. Ce sont eux qui ont payé le prix de notre liberté. Et le moins que nous puissions faire, c'est de ne pas oublier.